l'énergie consommée en France, elle vient de 60%, plus de 60% viennent des énergies fossiles. Comment comptez-vous faire pour sortir des énergies fossiles, donc le gaz et le pétrole dont nous sommes aujourd'hui extrêmement dépendants? Si nous nous passons du charbon et du pétrole, il faut augmenter une autre production d'énergie. C'est l'énergie électrique. C'est pour cela que je défends un mix énergétique renouvelable et nucléaire. Les deux. Les deux doivent aller de pair. Il faut investir dans les deux pour augmenter notre production d'électricité décarbonée. Bien sûr, parallèlement, il faut aussi faire des économies dans notre consommation d'énergie. Ça veut dire rénover les bâtiments, les logements sociaux, modifier nos modes de consommation, de production, modifier nos modes de déplacement. Nous voulons nous investir 20 milliards d'euros par an dans la modification de nos modes de transport. Ça veut dire investir d'abord dans les transports collectifs. C'est pour ça que nous militons, nous, pour des transports gratuits. La deuxième chose, il faut développer le rail dans toute la France, le fret ferroviaire et le transport des voyageurs, rendre le train beaucoup moins cher, développer les pistes cyclables. Je propose 100 000 pistes cyclables en 5 ans. Concernant les voitures, je mettrai en place une prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule d'occasion de 10 000 euros jusqu'à 10 000 euros. Donc je ne remets pas en cause les zones à faible émission. Certains disent la voiture ne doit plus rentrer. Moi je dis certains n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Permettons-leur tout simplement de changer leur véhicule polluant en voiture propre, critères 1 et 2. Et quelles mesures concrètes et directement applicables vous allez mettre en place pour que les élevages, quelles que soient les espèces, soient plus respectueux de l'environnement et aussi rentables et pouvoir sortir des produits économiquement achetables par la population? Vous parlez de rentabilité. Moi, je voudrais que nous ayons un système agricole qui garantisse à chacun de nos paysans, de nos agricultrices, de nos agriculteurs, un revenu. Il faut qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir vivre de ce travail. Comment inciter des jeunes, y compris qui ne viennent pas de l'agriculture, qui ne sont pas issus de familles agricoles, de s'investir dans ces beaux métiers. Nous perdons 100 000 agriculteurs tous les 10 ans. Je souhaite, pour garantir ces revenus, que l'État intervienne plus dans le partage de la valeur ajoutée entre le producteur, l'industrie de transformation et la grande surface. Quand il y a des négociations et quand on voit que ça se fait au détriment de l'agriculteur, que l'État intervienne et dit là, l'agriculteur est spolié, donc j'interviens et il y aura des prix garantis, des prix plafonds pour garantir la rémunération des agriculteurs. La deuxième chose, des fruits et légumes produits en respectant des règles, une viande produite en France respectant des règles, ça coûte plus cher. Et donc pour ça, il faut que les Français aient un pouvoir d'achat plus élevé pour pouvoir se l'acheter. Dernier levier, la PAC. 9 milliards d'euros de mémoire. Elle doit servir privilégier d'abord les petites exploitations. Et comment vous allez mettre en place des mesures pour favoriser le respect de l'environnement? Les agriculteurs, quand ils produisent et quand ils travaillent, ils le font avec des règles qu'on leur a apprises et qu'on leur donne. Et donc si ces règles sont mauvaises, on les change. Mais on ne peut pas leur dire c'est ces règles-là et ensuite les traiter d'empoisonneurs. Donc il faut changer ces règles, toujours les améliorer pour aller toujours vers une alimentation la plus saine possible. Alors moi, je vais parler au nom des grands-parents. On devient grands-parents à 54 ans en France et au minimum pour 30 ans. Or, notre société et les politiques, soit vous êtes une famille où vous êtes dans la vie active, soit on vous met tout de suite à la dépendance. Est-ce qu'un ministère des solidarités intergénérationnelles serait envisageable et créable pour faire justement exister toutes ces générations qui vivent justement en lien? Oui, je l'ai annoncé dans un meeting, la création de ce ministère, parce qu'on a des grands-parents qui sont une richesse pour nos petits-enfants, par le temps qu'ils peuvent passer ensemble, par ces liens intergénérationnels. Et j'ai proposé justement que les maires de nos villages
puissent proposer des logements à leurs aînés pour qu'ils puissent vivre, rester au village. Parce que quand vient l'heure parfois de l'autonomie, de la dépendance, eh bien, ils sont obligés d'aller dans des lieux qui se trouvent loin de leur propre commune, là où ils ont vécu toute leur vie. On appelle ça chez nous des béguinages. Alors vous voyez, vous êtes retombé dans le piège. Parce que vous êtes tombé tout de suite dans la dépendance, vous nous avez parlé béguinage. Nous, on plaide pour que place pour l'apport des grands-parents qui prennent en charge ceux qui ont justement 90 ans, 95 ans, et qui sont également en plus en lien avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est cette génération pivot. Alors vous parlez de la retraite à 60 ans. Alors là, vous allez m'expliquer comment vous allez vous y prendre, parce que à partir de 2024, il n'y a plus que la génération des plus de 75 ans qui va augmenter et qui va doubler. On va passer à 20 millions. Hein. Comment le contrat social peut-il fonctionner ? La richesse de notre pays, c'est aussi celles et ceux qui, après une vie au travail et à 60 ans, doivent pouvoir continuer de vivre, vivre heureux, et sans avoir à continuer à se casser le corps, s'épuiser la tête au travail. Celles et ceux qui veulent continuer de travailler, pour X raisons, mais pas pour vivre, pour leur bonheur personnel, parce qu'ils s'éclatent dans leur boulot, mais qu'ils le fassent. Comment je le finance ? Ça, les revenus issus de la spéculation, les revenus issus des dividendes, ils ne cotisent pas à notre protection sociale. Et donc, je propose qu'ils payent une cotisation sociale, comme sur nos salaires. On paye 11% pour financer la retraite. Les revenus financiers, c'était en 2018-2019, 298 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. 11%, 30 milliards. Vous savez, en 1936, on disait que les congés payés, ce n'était pas possible. Hein. Et que les patrons, ils allaient quitter la France, parce que quand même, payer des salariés à se reposer. Qui reviendrait dessus sur le droit aux congés payés ? Eh bien, le droit à une retraite méritée et une vie de bonheur après 60 ans, j'y crois. Vous dites le bonheur, et nous, on est témoins, dans les gens qui viennent dans nos associations, que ce bonheur, assez vite, il peut être remplacé par l'isolement et même par une espèce de peur panique. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? De ces 30 ans ou 40 ans, parce que la deuxième caractéristique, non mais je vous dis ce que je pense. Mais c'est vrai, vous avez tellement raison. Oui. La deuxième caractéristique, c'est la longévité. C'est tout à fait nouveau, c'est mondial. On a 30 ou 40 ans de vie devant nous après la retraite. C'est énorme. On est en train de prendre des décisions pour nous, comme il s'en prend pour toutes les tranches de la population, et nous ne sommes jamais associés. Est-ce que vous nous donnerez un pouvoir réel, politique, pour, en tout cas, être associés aux lois qui nous concernent? D'abord, oui, madame. Là où on bute à chaque fois, c'est sur les moyens à mettre en œuvre. Il y a effectivement tout ce que vous dites qui crée de la souffrance, la solitude, la peur de la suite. Et il y a toutes celles et ceux qui veulent faire de la muscu. Oui, à la retraite, oui. La muscu, du sport, étudier, apprendre des langues. Et il faut pouvoir y mettre des moyens, des structures, des lieux pour se retrouver, concerter, décider. Et puis, encore une fois, il y a la question du pouvoir d'achat. Oui, mais si donner du pouvoir, c'est pas forcément, ça réclame pas de l'argent, pas forcément d'être associé aux décisions qui concernent la municipalité, le département. Ça demande pas d'argent. Moi, je ne crois pas. Et donc, ce que je demande, c'est que nous soyons écoutés et pris en compte dans les décisions. Et ça, quel que soit le pouvoir d'achat. Moi, j'avais une question. J'ai lu dans votre programme que vous garantissez à tous les lycéens qui ont le bac d'avoir une place à l'université dans la filière qu'ils choisissent. Et donc, je me demande concrètement comment vous allez mettre cette mesure en place. Si aujourd'hui, il y a Parcoursup que je souhaite abroger, c'est parce qu'il manque de place dans l'enseignement supérieur par rapport au nombre d'étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études après le bac. Il manque 90 000 places à peu près. Et je propose d'ailleurs, pour proposer à des jeunes de s'engager dans l'enseignement supérieur, de les former, de signer un contrat avec eux. C'est-à-dire que nous les formons, nous les rémunérons et nous leur demandons de travailler
dans l'éducation nationale, dans les services publics, pendant au moins 10 ans. Et je déplore complètement, totalement, qu'aujourd'hui, même pour accéder à des masters, il y ait de la sélection. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. On doit leur permettre à toutes celles et ceux qui veulent faire un master de pouvoir y aller. On doit développer l'alternance. Et l'alternance, pas que pour les masters, mais aussi pour des bacs pro, avec une indemnité, pour qu'ils puissent toucher des sous. Parce qu'on a autant besoin d'ingénieurs que de couvreurs. Voilà. Donc, il faut y mettre le paquet, former, ouvrir des places dans les universités, créer 120 000 logements étudiants. Ça se programme, c'est 5 ans. C'est de l'investissement public, c'est de l'argent public. Il va falloir augmenter le budget de l'État pour répondre à tous ces besoins. Je me fais une dernière fois le porte-voix d'Yvan Berthe pour la dernière question. Vous avez parlé, Monsieur Roussel, d'énormément d'investissements publics pour réaliser votre programme. Comment comptez-vous diminuer la pression fiscale sur les ménages français qui font partie des ménages les plus imposés avec autant de dépenses publiques? J'ai programmé, moi, une augmentation du budget de l'État de 100 milliards d'euros dès la première année, par différents leviers. Il y a bien sûr la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui rapporterait tout de suite 30 milliards d'euros, c'est ce que nous avons estimé, avec différents leviers, dont le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Je mettrai fin à plusieurs niches fiscales qui bénéficient de la même manière à des grands groupes, des multinationales qui font de l'optimisation fiscale. Je pense à la niche Copé, régime Murphy, etc. Fini. On a 10 à 15 milliards d'euros à récupérer tout de suite. Bien sûr, je rétablis l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous le triplerons, ce qui permettra de faire rentrer 10 à 12 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. Pour une plus grande justice fiscale, que je résume en une formule, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Le deuxième levier, c'est que je suis pour que l'État dépense mieux notre argent. Aujourd'hui, les dépenses de l'État, rapidement, il y a 100 milliards d'euros dans le plan de relance, là. Il y a 250 milliards d'euros de crédits bancaires. Et il y a en moyenne 150 milliards d'euros, c'est toujours à l'État, d'aide publique aux entreprises. C'est beaucoup quand même, hein. Il y en a de l'argent. Sauf que cet argent, il est donné ou prêté aux entreprises sans condition. Amazon bénéficie de ces aides publiques. Il y a un moment donné où je dis que cet argent public, qui est notre argent, il doit aller d'abord vers les entreprises qui relocalisent leur activité, qui la développent en France. Il doit aller d'abord vers les petits, les TPE, les PME, ceux qui ne délocaliseront jamais et qui ont besoin d'être aidés, surtout si on augmente le SMIC et les salaires. Ils ont besoin d'être aidés. Je préfère, moi, faire des prêts à taux négatifs, sous conditions d'investissement, à ces entreprises, plutôt que de prêter à des grandes boîtes qui délocalisent. Les prêts à taux bonifiés, je finirai par cette mesure, c'est proposer aux PME, aux artisans, aux agriculteurs, d'emprunter 100 et de rembourser 80. Ouais. Mais ça existe aujourd'hui. C'est ce que fait la Banque Centrale Européenne au marché financier. Ils gagnent des sous. Et les marchés financiers nous prêtent à nous. Ensuite, eh bien, je mènerai ce combat pour que la Banque Centrale Européenne prête à des taux négatifs aux États et à la France, mais je sais que c'est un combat, parce que je vais être en but avec les traités européens. Mais en tout cas, moi, chef d'État, je le mettrai en œuvre pour nos entreprises et pour les aider à investir.